Aujourd'hui, c'est la conférence de M. Omar Aktouf, sponsorisée par l'association ISEC, l'association ADCG ISEC, je m'excuse pour le problème technique. Donc, notre association invite M. Omar Aktouf pour la conférence et j'aimerais bien que... je vais d'abord présenter l'association ISEC ADCG. Donc c'est un réseau international de jeunes étudiants de 18 à 30 ans qui développe le leadership des jeunes algériens et étudiants à travers l'Algérie. Donc on a des programmes d'échange. Pour je vais garder ma place comme ça. Notre manière de développer le leadership des jeunes est d'initier les jeunes à créer des opportunités, à créer des projets de bénévolat qui consistent en différents thèmes, dans l'environnement, dans l'écologie, dans l'éducation. On a plusieurs projets ici en Algérie depuis 2009. On essaye de maintenir le projet Hadouma. On invite des jeunes pour créer leur propre projet de bénévolat qui dure de 6 à 8 semaines. Donc on invite des bénévoles pour essayer de créer un projet, de guider à la réalisation, pour impacter un peu, pour essayer de développer un de ces thèmes qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, grosso modo c'est ça ISEC. Et pour la conférence, je vais donner la parole à M. Amran, qui sera le modérateur de cette conférence. Merci beaucoup. Ça. Qui est à vous pour le problème technique, c'est bon? En principe, c'est bon. Alors, bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Aujourd'hui aussi, une journée de juillet. Je voudrais remercier le professeur Omar Aktouf pour ce qui a été toujours constamment sa ligne de conduite en ce qui concerne l'Algérie, c'est-à-dire toujours donner sans recevoir. Donc merci au professeur Omar Aktouf, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci également pour l'association ISEC et son président Wadel Bella qui ont consenti d'énormes efforts et beaucoup d'énergie pour faire réussir cette rencontre. Enfin, elle n'est pas encore réussie, mais elle le sera. Mais donc, j'ai vu à quel point ils se sont donnés, à quel point ils ont donné de leur temps, de leur énergie et même de leur argent pour organiser cette rencontre. Donc, merci beaucoup. Je voudrais seulement dire quelques mots par rapport à l'œuvre, ce que j'appelle l'œuvre du professeur Omar Aktouf. D'abord, nous sommes à une époque où il y a un grand conformisme sur le plan académique. Ça veut dire que tous les travaux universitaires, j'exagère un peu, mais la majorité des travaux universitaires se ressemblent. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre que l'œuvre du professeur Omar Aktouf est une exception. À une époque où la méthodologie triomphe du questionnement et où le renoncement triomphe de la curiosité intellectuelle, le professeur Omar Aktouf vient avec une exception. Mais c'est une exception tellement coriace qu'elle n'est pas là pour confirmer la règle, c'est plutôt pour détruire cette règle à partir de ses fondements. Car le professeur Omar Aktouf, avant d'être un anti-capitaliste à l'américaine, c'est d'abord un expert du capitalisme à l'américaine. Par moment, j'ai l'impression qu'il le connaît mieux que les capitalistes eux-mêmes. Ça veut dire que si le capitaliste agit de manière quasi conditionnelle, le professeur Aktouf sait pourquoi il agit comme ça. Donc c'est ce qui caractérise le travail du professeur Omar Aktouf et c'est ce qui fait l'authenticité de cette œuvre. Alors, heureusement que cette œuvre, nous pouvons être fiers les Algériens que le travail du professeur Omar Aktouf a été reconnu à travers le monde. Il a été d'abord élu parmi les 75 personnalités qui ont le plus influencé le Québec pendant le siècle dernier. Il a également reçu le Grand Prix de l'affaire en 2003 pour son livre La stratégie de l'autruche que vous pouvez acquérir après la conférence.
Il est également, il est actuellement professeur titulaire à HEC Montréal. Il sillonne le monde pour donner conférences, conseils, formations. Il constitue une véritable référence en matière en Amérique latine. Il est souvent invité en France, en Tunisie et au Maroc, où il est reçu avec les honneurs. Donc, chers compatriotes, un penseur n'appartient qu'à celui qui l'honore et qu'à celui qui lui concède la place qu'il le mérite. Donc à nous, les Algériens, de prétendre à être les dignes héritiers, et les héritiers les plus authentiques et les plus fidèles de l'œuvre du professeur Makhlouf, d'abord en lisant ses livres, en les achetant d'abord à M. Dahou, en portant son message et en concrétisant sa pensée. Donc merci au professeur Makhlouf, merci d'être avec nous, et je vous passe la parole. Écoutez, merci beaucoup d'avoir assez Al-Bachir de son appui. J'en profite aussi pour remercier d'un mot qui est là, Bachir sont parmi les personnes, et c'est Abdallah Dahou qui a pris le. Lève-toi! Alors, ça, c'est des gens qui ont pris des risques, qui ont, à mon avis, il faut être courageux maintenant pour promouvoir l'Omar Makhlouf. Il y a des risques. Vous courez sans doute des risques de venir m'écouter aussi. Mais vraiment, merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur, et merci à vous d'être là. Alors, dans cette conférence s'intitule Notre terre supportera-t-elle un siècle de capitalisme? Bon, alors j'ai préparé des notes, tout ça, mais je vais laisser tomber. Je vais juste avoir une conversation avec vous, comme ça. La réponse immédiate est non. Cette terre ne supportera pas un siècle de capitalisme, c'est impossible. Alors, les raisons sont diverses, variées. Je vais essayer de vous donner quelques constats, d'abord quelques chiffres de ce qui se passe sur cette planète, et qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre capitalisme et planète et règles du jeu de la planète et du capitalisme. Ensuite, on va essayer de voir comment fonctionne ce capitalisme dominant, le capitalisme financier américain, comment il se situe par rapport aux lois de l'univers et aux lois de la nature, c'est la planète, et comment est-ce qu'on peut entrevoir le futur. Comment entrevoir un futur avec une mondialisation sans gouvernance mondiale, par exemple. Alors on a une mondialisation depuis maintenant 30 ans, 40 ans. Toutes les frontières sont ouvertes, tous les marchés sont ouverts, les nantis déversent leurs produits et leurs services dans les pays moins nantis comme ils veulent, où ils veulent. Et il n'y a aucune gouvernance mondiale pour réguler cette mondialisation. Alors, est-ce que c'est vivable? Donc on va essayer de voir ça sur plusieurs niveaux. Niveau, disons, théorique, je vais essayer d'être le moins théorique possible, mais sur le plan des concepts, des définitions, est-ce que ça s'accorde, ça ne s'accorde pas, ça se complète, ça se contredit, sur le niveau du fonctionnement et sur le niveau de la vie. Alors si on regarde les théories, quelques constats, qu'est-ce qu'on constate maintenant à l'échelle de la planète? Qu'il est le résultat de 2 siècles de ce capitalisme. Alors il faut savoir que ce capitalisme, qui s'applique aujourd'hui, financier, il faut savoir qu'il y a 2 capitalismes dans le monde, dominants. En fait, il y a un auteur, un économiste qui s'appelle Bruno Malard, qui lui a distingué 5 formes de capitalisme aujourd'hui. Capitalisme latin, capitalisme européen, capitalisme protestant, capitalisme latino-américain, capitalisme asiatique. Et personnellement, je suis en train d'écrire un livre, je ne sais pas quand il sera fini, mais j'en suis à 12
modèle de capitalisme. C'est vous dire. Alors, incluant dans ce modèle le modèle mafieux. On appelle le capitalisme mafieux. On n'en parle pas, mais il existe. Le capitalisme mafieux. Et je ne manquerai pas d'exemple parce que ça peut être juste. Bon, donc ce capitalisme qui domine apparaître aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le capitalisme financier. L'autre capitalisme, disons, qui tient une place importante dans le monde, c'est le capitalisme qu'on appelle entrepreneurial ou industriel. C'est-à-dire le capitalisme de l'Allemagne, de la Scandinavie, du Japon, de la Corée, de la Malaisie, plus ou moins de la Chine, du Brésil. Ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme entrepreneurial ou industriel. Alors que l'autre, financier, c'est le capitalisme des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, de la France, de la Suisse, plus ou moins d'Espagne, d'Italie, parce qu'il y a beaucoup d'informels, et de variantes plus traditionnelles de l'économie. Mais la différence entre les deux est finalement assez simple à comprendre. Alors vous savez, on essaie de nous faire croire que l'économie c'est une science. C'est un économiste qui nous parle. L'économie, c'est la science du non absolument scientifique. On ne comprend rien à l'économie. Pas compliqué. On n'y comprend rien. Alan Greenspan, qui a dirigé la Banque fédérale américaine pendant 3 ou 4 décennies, dans son dernier livre, Turbulence, il écrit cette phrase incroyable. Le patron de la Banque fédérale, quand même, pendant des décennies, qui a vu passer 6 présidents, il dit « Les gens du peuple s'imaginent que nous, économistes, savons des choses que eux ne savent pas. Alors qu'au fond, on ne sait pas plus que n'importe qui, et on essaie de deviner. » Alors donc, quand on parle de science économique, il y a déjà une imposture. Pourquoi? Tout simplement parce que, au fond, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est des êtres humains en situation d'échange. Échange de quoi? De produits et de services. Et qu'est-ce qu'ils essaient d'échanger? Ils essaient d'échanger entre eux des produits et des services qui sont supposés donner une certaine quantité de satisfaction à chacune des personnes en transaction. Alors ce niveau de satisfaction est inatteignable, est incalculable. Comment peut-on chiffrer le niveau de satisfaction tiré par l'achat de chaussures neuves de monsieur? Impossible. Donc, mais on a essayé de faire de l'économie une science. Pourquoi? Alors là, il faut remonter un peu dans l'histoire, la philosophie, Aristote notamment. Aristote a été le premier à écrire de manière, disons, systématique sur le phénomène économique. C'est d'ailleurs lui qui a forgé le mot. Et en grec, ça vient de 2 mots différents. Oikos, qui veut dire la communauté, la famille élargie, la communauté, et nomia. Nomia qui veut dire la règle. Donc, Aristote, dans l'Éthique à Nicomède, qui est le livre de l'économie d'Aristote, a forgé le mot oikonomike à partir de ces 2 racines. Oikos, la communauté, et nomia, qui est la règle de satisfaction du bien-être de la communauté. Alors voilà la définition de l'économie. L'étymologie de l'économie, du mot économie. Les règles pour satisfaire le bien-être de la communauté. Alors étymologiquement, à la racine, l'économie, ce n'est pas enrichir les patrons. Ce n'est pas remplir des comptes en banque. Ce n'est pas spéculer à la bourse.
c'est assurer le bien-être de la communauté. C'est ça que ça veut dire, l'économie. Mais Aristote a forgé un autre mot. Alors, on va voir pourquoi on l'a voulu après que c'est une science, surtout depuis le XIXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui. On prétend que c'est une science. Moi, je vais vous faire un discours économique que vous pouvez entendre dans n'importe quelle télévision, n'importe quelle. Depuis Macron jusqu'à Trump, enfin, tout ce que vous voudrez. Les discours que vous entendez, les discours de ce genre. Les marchés mondiaux se montrent nerveux. Vous savez si le marché est nerveux dans lui qui va là. Il se calme un peu. C'est ça. Et à moins que quelqu'un peut me dire ce que signifient des marchés nerveux. Pourtant, vous entendez ça tous les jours. Vous lisez ça tous les jours. Dans les journaux, la télévision, la radio, les marchés sont nerveux, les marchés sont volatiles, les marchés sont frileux, les marchés montent, les marchés descendent, les marchés... Voilà le marché. Où on discute un peu avec lui pour lui demander ce qui se passe. Il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Paul Samuelson, qui a écrit cette phrase, prix Nobel d'économie, incroyable. Si le marché existait, ce serait une instance qui n'a ni cœur ni cerveau. Donc pourquoi lui confierais-je mon sort? Pourquoi je vais confier mon sort à une institution qui n'a ni cœur ni cerveau? S'il existait. On va voir pour la notion de marché, et vous allez voir c'est avec cette notion de marché qu'on trompe le monde et qu'on roule le monde dans la famine pour le plus grand bien de ceux qui en profitent. Et c'est toujours les mêmes qui en profitent, et malheureusement, ils en profitent trop. Ils en profitent tellement trop qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et de plus en plus, le capitalisme devient suicidaire. Mais que ce capitalisme se suicide, moi je m'en fous. Mais qu'il ne me tue pas avec lui. Qu'il se suicide s'il a envie. La bête. Mais le malheur, c'est qu'il nous entraîne avec lui dans son processus auto-suicidaire. Alors on va voir comment. Donc les discours que vous entendez, c'est les discours du genre, les marchés sont nerveux, etc. La conjoncture économique fait que les liquidités qui se transfèrent entre les balances des paiements et en conjonction avec la balance des paiements courants et les balances commerciales physiques en termes d'échange entre économies du Nord, du Sud, etc., font que, eh bien, aujourd'hui, pour être compétitifs, les compagnies doivent de plus en plus avoir des modes de gestion plus efficaces, plus efficients, plus... et tu es chômeur, tu fermes ta gueule. T'as compris? Non? Non, voilà. C'est ça le discours économique. C'est du blablabla pour vous faire accepter le fait que vous êtes aujourd'hui 50% de la main-d'œuvre mondiale aujourd'hui, y compris dans les pays riches, travaillent avec des salaires qui les font vivre au niveau de pauvreté. Alors on les a peur avec ce genre de discours. Balance des paiements, balance courante, balance commerciale, ceci, cela, conjoncture, compétitivité, on te donne un salaire de misère, ben là c'est l'économie qui le veut, et c'est scientifique. Alors si c'est scientifique, tout le monde ferme sa gueule. Bon, il n'y a rien de scientifique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, comment c'est contre la nature et tout ce qui est survie et long terme. Donc Aristote a vu apparaître la monnaie. Et la monnaie, c'est la source du capitalisme financier. Alors, la différence entre le capitalisme financier et le capitalisme entrepreneurial industriel, alors là, j'ai une question pour vous en face. C'est une question que je pose au pouvoir algérien, aux acteurs économiques algériens, tunisiens, marocains, partout dans le monde. Vous voulez être capitaliste? D'accord.
Mais quel capitalisme vous voulez? Lequel? Il y en a pas qu'un. Il y en a 12. Bon, il y en a 2 dominants, au moins. Alors lequel vous voulez? Pourquoi prendre le financier? Pourquoi ne pas prendre le capitalisme industriel à la loi? Pourquoi? Ben, je vais qu'on dise Sarkozy, je vais vous dire. Pourquoi? Alors, donc, la différence entre capitalisme financier et capitalisme industriel, c'est que le capitalisme financier, comme son nom l'indique, est basé sur la notion centrale how to make money. How to make money. Point. Faire de l'argent. Donc, dans un système où on se pose la question uniquement de how to make money, comment faire de l'argent, ceux qui dominent dans ce système-là, ce sont ceux qui savent jouer avec l'argent. C'est-à-dire les comptables, les financiers, les avocats d'affaires. Est-ce que ça va? Alors voilà pourquoi États-Unis, Canada, Angleterre, France, etc., Suisse, l'immense majorité des dirigeants, des PDG, des patrons, etc., sont des comptables, des financiers ou des avocats. Alors quand le patron est un financier, un comptable ou un avocat d'affaires, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'à la fin de chaque trimestre, qu'on appelle le bottom line, qu'à la fin de chaque trimestre, la marge nette, le profit, le money making, faire de l'argent, soit plus grand que le mois précédent. C'est tout. Et Aristote l'a compris à son époque, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors Aristote dit, avec cette logique-là, on va voir comment il va l'appeler, schématistique, on va voir ce que vous avez dit. Il dit, avec cette logique-là, on en arrive à faire de l'argent pour de l'argent et faire de l'argent avec l'argent. Ce qui n'a aucun sens. Faire de l'argent pour de l'argent et faire de l'argent avec de l'argent, c'est multiplier du numéraire, multiplier de la monnaie, qui ne signifie rien en termes d'utilité. L'utilité, ce qu'on appelle la valeur d'usage, c'est ce à quoi sert le produit ou le service que vous agrégez et le degré de satisfaction que ça vous donne pour vous dites. Donc, dans le capitalisme financier, Aristote dit ce qui va dominer, c'est le fait que le cordonnier, par exemple, qui jusque-là faisait des chaussures pour chausser confortablement des pieds de gens qui sont de sa communauté, donc qui sont des amis, qui sont de la famille, qui sont le plus confortablement, le plus durablement, le plus, etc. Avec l'apparition de la monnaie, il va vouloir plus de monnaie pour ses chaussures. Donc il va plus poursuivre le but d'échanger ses chaussures pour plus de monnaie que de faire des chaussures qui chaussent bien et confortablement. Le boucher, la même chose. Alors, le capitalisme financier, c'est ça. C'est le fait de mettre l'argent avant tout. Alors, regardez ce que vous écoutez autour de vous, dans le monde. Le monde entier, je ne sais pas, vous avez suivi les élections en France, Macron, son gouvernement, Philippe Edouard, tout ça. De quoi il parle? Économiser de l'argent, couper de l'argent, couper des budgets, s'occuper des budgets, prendre soin de l'argent. On ne parle que de ça. L'argent, alors c'est ça le capitalisme financier. C'est le point de vue du financier qui domine. Alors quand c'est le point de vue du financier qui domine, l'ingénieur, il est muselé. L'ingénieur de Renault, de Citroën, de Peugeot, je ne sais pas moi, qui dit, écoutez, moi pour faire une voiture meilleure que Volkswagen ou que Toyota, pour que ça se vende plus, j'ai besoin de tant de budget parce que le financier va dire non. Si je te donne ce budget, ma marge baisse. Si la marge baisse, les actionnaires ne seront pas contents. Si les actionnaires ne sont pas contents, je suis licencié. Donc, moi, financier, je décide, je te donne ce budget, et avec ce budget, tu fais ce que tu peux. C'est le point de vue du financier qui domine.
Alors, dans le capitalisme industriel, pour ça je vous dis quel capitalisme est où? Il y en a au moins deux, dominants, importants. Dans le capitalisme industriel, vraiment entrepreneurial, c'est le point de vue du producteur qui domine. C'est-à-dire le point de vue de celui qui sait faire les choses. Chez Toyota, chez Volkswagen, chez Daimler-Benz, chez Mercedes, c'est le point de vue de l'ingénieur qui domine, pas celui du financier. Donc c'est l'ingénieur qui dit au financier, pour faire la meilleure Mercedes, la meilleure voiture du monde avec Lexus et Toyota, et Honda, il me faut tel budget. Et toi, financier, tu signes et tu te tais. Et je fais la meilleure. Alors, quand Volkswagen, Toyota, etc. fait la meilleure voiture au monde, une fois que c'est la meilleure voiture au monde, elle se vend toute seule. Et l'argent vient tout seul. Donc, si vous voulez, entre le capitalisme financier et le capitalisme industriel, il y a une inversion de priorité. Dans le capitalisme financier, la priorité, c'est faire de l'argent pour les actionnaires. D'abord, satisfaire l'actionnaire. Vous savez, satisfaire l'actionnaire. Celui qui a investi dans l'entreprise. Deuxième, satisfaire le client. C'est celui qui achète. Et en troisième, l'employé. Ce qui reste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent maintenant avec des salaires de pauvreté. Ça n'a aucun sens. Capitalisme industriel, ce rapport est complètement inversé. C'est d'abord la satisfaction de l'employé. Employé dans tout le sens du terme. C'est-à-dire un employé formé aux dernières règles de l'art dans ce qu'il fait. La mécanique, l'électricité, ou je ne sais pas quoi, etc. Dans son métier. Satisfait dans le sens salaire. Satisfait dans le sens sécurité de l'emploi. Vous savez qu'au Japon, vous êtes employé à vie. Vous rentrez chez Toyota, vous n'en sortez que si vous voulez, parce qu'on ne vous licencie pas. En Corée du Sud non plus, en Malaisie non plus, en Chine non plus, en Allemagne non plus, en Scandinavie non plus. Pour licencier quelqu'un en Allemagne ou en Scandinavie, c'est le parcours du combattant. Il faut avoir des raisons incroyables pour licencier quelqu'un. Bon, malheureusement, avec le néolibéralisme, ça commence à se dégrader même dans ces pays-là. Je le déplore. Mais jusque-là, ça tient. Regardez, le moteur économique de l'Europe, c'est qui? L'Allemagne. Bon. Alors, qu'est-ce qui différencie l'Allemagne de la France? L'Allemagne a 4 fois en excédent commercial l'équivalent du déficit commercial de la France. Comment on explique ça? Pourtant, ils ont la même monnaie, ils sont dans le même marché, ils ont les mêmes contraintes de Bruxelles, ils ont les mêmes lois économiques. Qu'est-ce qui explique? Eh bien, c'est toute la différence entre le capitalisme financier et le capitalisme industriel. Le capitalisme industriel, c'est d'abord celui qui sait faire les choses, qu'il faut choyer. Alors que le capitalisme financier, celui qu'il faut choyer, c'est le patron, les filles, intelligent, il est en haut de la pyramide, il sait tout, il connaît tout. Alors, voilà pourquoi je fais une parenthèse ici avant de revenir à Aristote. Est-ce que ça va, je fais suivre, oui? Et ça manque de motivation là, hein? Oui, ça va? La droite est plus motivée que la gauche. Bon, alors. Ça va, c'est compris cette différence entre capitalisme financier et capitalisme industriel? Hein? Oui, c'est clair. Alors, à partir de là, l'Allemagne, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne est le moteur économique pour notre culture? L'Allemagne recrute pendant que la France, l'Espagne, l'Italie, etc. licencient. Oui ou non? L'Allemagne de l'Ouest a intégré l'Allemagne de l'Est en 5 ans, sans aucune anicroche. Imaginez, si on avait collé l'Allemagne de l'Est à la France n'existerait plus. Fini.
Pourquoi? Parce que dans le modèle qu'on appelle nippo-rhénan, Nippo parce que le Japon, Rhénan, le Rhin, le fleuve qui unit l'Allemagne à l'Europe du Nord, eh bien c'est un capitalisme où la valeur fondamentale de l'économie, c'est d'abord et avant tout le citoyen. Et l'État joue son rôle, tel est défini par Max Weber, économie, société, etc. Son rôle d'État, qui est de faire en sorte que chaque citoyen, quel qu'il soit en état de dignité. En Allemagne, en Suède, en Norvège, Danemark, Finlande, Japon, vous ne trouverez pas de mendiants dans la rue. Vous ne trouverez personne qui dort dans la rue. Vous ne trouverez personne qui n'a pas accès aux soins. Vous ne trouverez personne qui n'a pas accès au logement. Vous ne trouverez personne qui n'a pas accès à l'éducation. Vous ne trouverez personne qui n'a pas accès à se nourrir, se vêtir. C'est ce qu'on appelle les biens essentiels. Le premier rôle de l'État, c'est d'assurer les biens essentiels. Alors moi je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression que les membres de l'État algérien passent leur nuit à se demander comment je vais chausser tous les Algériens? Je ne vous dis pas la question qui se pose. Vous la comprenez? Bon. Alors voilà le rôle de l'État. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'organiser un espace national en rime pour faiseur d'argent. C'est pas ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est trois choses. Dignité du citoyen, intégrité du territoire et sauvegarde des générations futures. Voilà le rôle de l'État. S'occupe d'abord de ce que les citoyens aient tous les biens essentiels garantis. Un citoyen en état de dignité, qui est logé, nourri, instruit, cultivé, soigné, transporté, bien, immédiatement, c'est un employé, un ouvrier, motivé, intéressé, serein, tranquille, compétent, disponible. Quand vous avez des citoyens, comme dans le capital financier, où on prend l'individualisme, l'individu, si tu es pauvre, si tu es né handicapé, c'est ta faute. Tu n'as qu'à te débrouiller pour chacun pour soi, et Dieu pour lui-même, ou les coups de doigt. Ça c'est facile. Ça, l'État a une émission. C'est ça qu'on a adopté dans nos pays. Et on va voir pourquoi. Parce que c'est facile, c'est gratifiant, c'est séducteur, mais c'est destructeur. Et regardez un peu cette logique de folie, jusqu'où elle va. Des campagnes électorales où des futurs candidats vous disent « Votez pour moi ». Et je vous jure, quand j'arrive au pouvoir, je ne foutrai rien. Je vais laisser le marché. Le marché va tout faire. Vote pour moi, le marché. Vous savez pourquoi je vote pour moi? Pourquoi? Vous trouvez pas ça... Mais c'est une absurdité à hurler. Si je vote pour toi, c'est pour que tu fasses quelque chose. C'est pas pour que tu t'assoies et laisses faire le marché. Sinon, je n'ai pas besoin de gouvernement, pas besoin d'État. Bon, on va voir que le marché n'existe pas. Le marché, c'est quelques oligopoles, quelques monopoles, qui dominent le monde. C'est le 1% qui possède le 99% de la planète. Alors, donc, revenons au capitalisme de l'Allemagne. L'employé, d'abord, formé, logé, nourri. Vous savez, en Allemagne, il vaut mieux être chômeur en Allemagne que cadre moyen aux États-Unis. Salarié. Vous êtes chômeur en Allemagne, vous êtes pris en charge par le syndicat, par l'État,
et par l'entreprise qui vous emploie jusque-là. Parce qu'on considère que l'entreprise pour qui vous avez travaillé 15, 20 ans de votre vie, vous lui avez donné quelque chose. Quand il y a eu la crise de l'acier, par exemple, dans les années 70, la crise de l'acier qui a frappé le Japon, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les années Thatcher, tout ça. L'Angleterre, on voit ce que c'est devenu, avec Margaret Thatcher, a tout démoli, et maintenant, en Angleterre, on est en train de refaire le contraire de ce qu'a fait Thatcher. C'est-à-dire qu'on est en train de nationaliser tout ce que Thatcher a privatisé. Le chemin de fer, la santé, la poste, l'éducation, tout ce que Thatcher a privatisé, c'est une catastrophe. Et là, ils sont en train de renationaliser. Et nous, on nous dit privatiser. Sous prétexte que le privé est plus efficace que le public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un des créneaux du capitalisme financier. Et on m'a dit comme qui parmi vous, je vais vous poser deux questions, qui parmi vous peut m'expliquer pourquoi et dans quel sens le privé est-il plus efficace que le public? Bon, on ne va pas jouer une devinette, mais évidemment, l'argument qu'on avance, c'est que le privé sait compter les sous, le privé fait des profits, etc. Oui, mais là, on a un problème de définition de nature, et de rôle. Est-ce que le rôle de l'État, c'est de faire des profits? Évidemment, non. Donc, on a deux logiques complètement différentes, du privé et de l'État, mais on les compare, ça s'appelle un argument de non-sens. C'est quand on compare deux choses qui ne se comparent pas, c'est un argument de non-sens. C'est comme comparer une vache et un dauphin. Voilà. Vous avez un dauphin dans votre aquarium, une vache dans votre étable, et vous dites à vos enfants, regardez, la vache est plus efficace que le dauphin. Dans quel sens? Le dauphin, il est fait pour plonger dans la mer et courir après les crevettes. La vache, elle est faite pour dormir dans l'étable, ruminer et faire du lait. Ça ne se compare pas. La même chose pour l'État et le privé. Alors le capitalisme financier profite de ces amalgames pour nous imposer des non-sens qui finissent par devenir destructeurs et qui nous font dire que non, la Terre ne tiendra pas un siècle avec cette logique-là. Alors, donc, si on revient à une définition plus précise, le privé, il est fait pour fonctionner, l'entreprise privée, pour fonctionner selon la logique du compte du bilan et du bénéfice, basée sur la commercialisation de produits et services marchandisables, ce qui exclut l'éducation, la santé, la nourriture, le logement, le transport. Tous les besoins essentiels ne sont pas marchandisables. La maladie d'un membre de ma communauté, ce n'est pas une occasion de faire de l'argent. Un membre de ma communauté malade, je le soigne. Point. Mais on en a fait une occasion de faire de l'argent. Les enfants des membres de ma communauté, les éduquer, ce n'est pas une occasion de faire de l'argent. C'est un devoir que chaque génération doit, de façon asymétrique, obligatoire et gratuite, et sans attente de retour, à toutes les générations ultérieures. C'est ça l'éducation. Pas une occasion de faire de l'argent. Donc tous les besoins essentiels doivent être pris en charge par l'État. Et comment l'État va les prendre en charge? L'État va les prendre en charge, on va aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez ceux qui font l'argent, qu'on appelle l'entreprise privée. Et ça s'appelle l'impôt. Et c'est là où on en arrive à la question, je parlais tout à l'heure de la mondialisation et pas de gouvernance mondiale. Regardez ce qui se passe. On nous dit mondialiser, ouvrir toutes les frontières, etc. Ça va rendre tout le monde plus compétitif. Pourquoi? Parce que le producteur algérien, marocain, je ne sais pas moi, malien, togolais, javanais, etc. Et bien, il va apprendre à produire aussi bien que l'américain parce que le produit américain va concurrencer, voilà, c'est là le blabla habituel. Hein.
Mais ça ne tient pas la route une seconde, parce que ça n'a aucun sens, ni historique, ni économique, ni logique. Prix Nobel d'économie, qui a l'habitude de dire, comme moi, intermondialiste, il a même écrit, le libre-échange néolibéral, c'est comme organiser le libre boxing. Et vous prenez Mike Tyson, et vous lui dites, tu vas faire du libre boxing avec mademoiselle. Alors c'est la même chose. Un produit américain qui arrive sur le marché algérien, c'est Mike Tyson qui arrive dans le ring algérien où il y a mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il va la massacrer 50 fois. Bon. Alors, vous savez, il y a des buzzwords comme ça, des mots magiques tout faits avec lesquels on manipule les masses. Libre-échange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la liberté ici? Hein? Libre. Et libre-échange. Ah, libre, c'est bon. C'est bon. Mais Ahmed Mahathir, par exemple, qui a fait le bien de la Malaisie, dans l'un des derniers rounds avec un échec au concours de l'OMC, il a dit, il rentre au OMC, hein. Libre-échange, d'accord, mais je veux d'abord un échange juste avant d'être libre. L'échange qui a du sens, c'est un échange juste. S'il est libre après, d'accord. Mais libre en étant injuste, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Bon. Alors donc, regardez ce que ça veut. Pour attirer, alors aujourd'hui, c'est comme par exemple pour les États-Unis, il y a à peu près 100 villes qui sont en faillite. Vous savez, on ne vous le dira pas. 100 villes, Détroit, Philadelphie, Cincinnati, des grandes villes, pas des petites bourgades. Faillite, ville en faillite, ça veut dire que c'est une ville qui a plus de lampadaires la nuit. Il n'y a plus de pompiers pour éteindre les incendies. Il n'y a plus de police pour protéger les citoyens. Il n'y a plus d'instituteurs dans l'école publique. C'est ça une ville en faillite. Il y en a 100 en faillite aux États-Unis. Alors pourquoi on s'acharne à suivre le modèle américain? Pourquoi? Je vais vous le dire. Vous allez voir. Bon, donc, alors, dans cette logique, donc, la mondialisation sans gouvernance mondiale, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que j'appelle gouvernance mondiale? Gouvernance mondiale, ça veut dire une instance, comme l'ONU, par exemple, ou parallèle à l'ONU, enfin peu importe, mais une instance qui veille à ce que dans cette mondialisation où tout le monde joue avec tout le monde, et bien que tout le monde respecte les mêmes règles. Voilà. Sinon, c'est évident que le plus gros va bouffer le plus petit. Et c'est pour ça qu'on vous dit la saine compétition. Et Hamad dit qu'est-ce qu'il y a de sain dans le fait de se battre tous les uns contre les autres? La compétition, c'est ça, la concurrence, libre concurrence, saine concurrence. Tous contre tous. Qu'est-ce qu'il y a de sain là-dedans? Ben, je vous le dis. C'est sain parce que c'est toujours le plus fort qui gagne. D'accord? Je fais libre concurrence avec les États-Unis. Qui c'est qui va gagner? Mais on vous met dans la tête le mot sain. Libre, sain. Alors, autrement, organisation scientifique du travail. On organise ton travail de façon à ce que tu bosses de 5 h du matin à minuit, on te donne un salaire avec lequel tu crèves de misère, et on te dit c'est scientifique. C'est la science. Comme dirait Dieudonné. Oui, quand on vous assène des mots comme ça, science, libre, sain, etc., c'est des buzzwords, des pièges linguistiques avec lesquels on fabrique, on formate
dans votre cerveau une façon d'accepter des choses qui sont au fond inacceptables. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Organisation scientifique, libre marché, etc. Bon, compétitivité, il faut être compétitif, il faut être positif. Prenons le concept de compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Compétitivité, ça veut dire comment enrichir le patron plus aujourd'hui qu'hier. Point. Mais qu'est-ce que la majorité des gens mettent derrière le mot compétitivité? Ils mettent derrière le mot compétitivité meilleure qualité de vie, meilleure, voilà, plus efficace, plus ceci, plus cela. Mais même plus efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Alors revenons à notre privé public. Donc, le privé, produits et services marchandisables, vendables sur un marché, produits et services marchandisables, sur le mode du compte de bilan et de bénéfices. L'État. L'État, lui, fonctionne sur le mode du compte de budget et d'équilibre. Pas sur le compte de bénéfices et de bilan. Alors pourquoi les comparer? L'État qui emploie des fonctionnaires qui s'occupent de faire fonctionner des hôpitaux publics gratuits pour soigner gratuitement des citoyens, parce que la santé, ce n'est pas fait pour faire de l'argent, eh bien, il n'a pas à être compétitif. Être efficace, oui. Être efficace, c'est quoi? C'est que les gens qui rentrent malades, ils sont guéris. C'est tout. Point à la ligne. Et il faut aller chercher l'argent là où il est pour financer ça. Et l'argent où il est? L'argent, il est là où il y a ces institutions, on attend pour les privés, qui fonctionnent selon le compte de bilan et de bénéfices. C'est ce qu'on appelle l'impôt. Alors aujourd'hui, dans la logique néolibérale du capitalisme financier, on vous présente l'impôt comme étant une calamité, comme étant une tare, l'impôt. Il n'y a rien de plus normal. L'impôt, c'est ce qui fait fonctionner la société. Sans l'impôt, il n'y a pas d'école, sans l'impôt, il n'y a pas d'université, sans l'impôt, il n'y a pas de route, sans l'impôt, il n'y a pas de service public, sans l'impôt, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'extrait de naissance, il n'y a pas de. Sans l'impôt, il n'y a rien de tout ça. Il y a des gens qui ne payent pas d'impôt, qui sont très riches. Pardon? Il y a des gens qui sont super riches qui ne payent pas d'impôt. Mais bien entendu! C'est là que je veux en arriver, madame. Eh oui, alors vous êtes en train de me faucher l'herbe sous les pieds. Donc, avec cette histoire de comparaison du public et du privé, et d'attirer la compétitivité et les entreprises, voilà la logique que ça donne. Ces villes qui sont en fait. Regardez l'Irlande. Je ne sais pas si vous avez suivi, la Commission européenne a condamné Google à payer 13 milliards d'euros d'impôts à l'Irlande. Non payés parce que Google s'est domicilié en Irlande. Et qu'est-ce qu'a dit le gouvernement irlandais? Non! Payez pas! Mais c'est inouï! La Commission européenne dit à Google qui a volé 13 milliards d'euros à l'Irlande, paye, et le gouvernement irlandais dit non, ne paye pas. Pourquoi? Parce que c'est la logique du capitalisme financier néolibéral. L'Irlande a peur que Google aille en Écosse. Vous comprenez? Donc pour que Google n'aille pas en Écosse, l'Irlande dit à Google, tu restes chez moi, tu payes rien. Et Google permet à l'Irlande d'avoir des employés chez Google qui sont payés par Google, bon, des salaires pratiquement, même en Angleterre et en Irlande, tout ça, c'est à peine pour survivre. Mais si Google s'en va, l'Irlande se retrouve avec une révolution. Alors regardez cette logique. Donc, on met des villes, des municipalités
les États, les pays dans cette mondialisation financière en compétition pour attirer des investisseurs. Ça va? Comment voulez-vous attirer des investisseurs? Vous les attirez en leur promettant qu'ils vont en tirer plus d'avantages que s'ils vont chez le voisin. Pas compliqué. Et ça, c'est un cercle vicieux. Alors, il y a 50 ans, la moyenne d'impôts payés en Europe par l'équivalent du CAC 40, etc., c'était autour de 40%. Petit à petit, ça a baissé. Aujourd'hui, moyenne du CAC 40, c'est-à-dire les 40 entreprises qui font le plus d'argent en France, 8%. Google a payé 3% d'impôts sur tout son chiffre d'affaires mondial. Pourquoi? Parce que si Paris, regardez Hollande, pendant sa campagne électorale, il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance !» La finance! Et après la crise de 2008, Sarkozy, on va museler la finance, on va domestiquer la finance, on va refonder le capitalisme, blablabla, bla, 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 et fini. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il y a un autre phénomène qui joue. On appelle la politique. Alors, parler d'économie sans parler de politique, c'est faire de la chorba sans Africa. Toute économie est politique, toute politique est économie. Point la ligne. Bon, alors qu'est-ce que la politique? Dans le capitalisme financier, système uninominal à un taux, donc chez nous, automatiquement gagne l'élection celui qui est le plus riche. Automatiquement. Donc, au Parlement, qu'est-ce que vous avez? Des hommes d'affaires, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires, des avocats, des financiers, des banquiers. Alors, des hommes d'affaires, des banquiers, des financiers, ils vont voter des lois pour qui? Pour les banquiers, les financiers, les hommes d'affaires. Et après, on vous dit, je te suce le sang jusqu'à l'os, je te jette quand je veux comme un chiffon et je dis que tu es mon capital le plus précieux, et je m'en fous plein les poches, et c'est comme ça. Ça s'appelle la compétitivité. Bon, alors, donc, je ne sais plus où j'en étais là. Excusez-moi, j'ai un petit fil. De quoi je parlais là? La politique, excusez-moi. Politique et économique. Alors, voyez-vous, excusez-moi, je me sens filé là. Franchement, j'aime pas dire les notes, j'aime pas le prendre. Ça m'ennuie, ça me donne des récits. Est-ce que ça vous parle comme ça? Alors, donc, politique, c'est ça. Voyez-vous, pour être élu dans un mode de scrutin de ce type-là, uninominal, à un tour ou à deux tours, peu importe, deux tours comme en France, c'est le plus riche qui gagne, automatiquement. Donc c'est la classe plus riche. Vous savez, au Canada, il y a une loi, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, similaire, qui date du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui dit ceci: ne peut se présenter à un poste éligible, c'est-à-dire maire, conseiller municipal, gouverneur, préfet, sénateur, congressiste, tout ça, ne peut se présenter que toute personne. Vous voulez le dire, monsieur, tant pis. J'ai été candidat 3 fois moi, au Canada. Les partis de gauche, on est 15 ans. Imaginez. Alors, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu à déclarer. Dans cette loi, il faut déclarer que vous possédez au minimum l'équivalent de 4 acres de terre ou l'équivalent de 4 000 $ de 1800 et quelques. Tout ça pourquoi? Pour éviter que les Noirs ne se fassent élire. Eh oui, pour éviter que les pauvres ne se fassent élire. Pour éviter que les ouvriers se fassent élire.
Donc pour être candidat à un poste, il faut déclarer qu'on est riche. Et comme ça, on est sûr qu'au Parlement, il n'y aura que des riches. Et on fera des lois entre riches. Alors, et on appelle ça démocratie. Alors, vous voulez que je vous définisse la démocratie? Démocratie, c'est démonstration. Démos, en grec, ça veut dire le peuple. Et kratos, qui veut dire le pouvoir. Donc, l'étymologie du mot démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est ça la démocratie. Alors, regardons un peu du côté de l'Allemagne et des autres pays. Donc, c'est pas dissociable, l'économique et le politique. Allemagne, c'est un système proportionnel. Scandinavie, la même chose. Japon, la même chose. Qu'est-ce que c'est un système proportionnel? Ceux qui savent, excusez-moi si je répète des choses que vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, vous entendez quelque chose. Un monde scrutin proportionnel, pour lequel d'ailleurs mes collègues et moi, le parti dans lequel j'étais, on a essayé de nous battre pour l'imposer au Québec et au Canada. Évidemment, ça n'a pas marché. Alors, je vais prendre un exemple, celui de l'Écosse. L'Écosse, c'est un monde scrutin proportionnel. Alors, il y a 400 sièges dans le Parlement. 400. 200 sont réservés à un vote uninominal un tour. C'est-à-dire, tous les membres de différents partis qui ont obtenu la majorité des voix au premier tour occupent 200 sièges. La moitié restante est à la proportion de la totalité des votes gagnés par chaque parti. Exemple, parti écologiste, parti des grenouilles vertes, parti des hommes battus par leurs femmes, parti des pas quoi, d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que dans le proportionnel, parti écologiste, parti des grenouilles, parti des ouvriers, parti des travailleurs, parti des retraités, parti des vieux, parti des jeunes, parti des étudiants, parti des handicapés, parti des... Eh bien, on compte la totalité des voix que vos candidats ont reçues dans le pays. Si le parti des handicapés, tous ces candidats, ont eu, disons, 10%, il a 20 sièges. Si le parti écologiste, tous ses candidats, ont reçu 10% aussi, il a 20 sièges. Le parti des ouvriers, des syndicats, il a reçu 10%, il a 20 sièges. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des systèmes politiques, contrairement au capitalisme, la totalité des pays du capitalisme financier, des systèmes politiques dans lesquels il n'y a jamais de gouvernement majoritaire.